On poursuit cette session consacrée à l'e-marketing et à l'e-commerce avec un nouveau panel donc pour aborder ce thème, cette fois concernant le luxe, la mode et la beauté dans le digital. Vont donc nous rejoindre à présent tout d'abord le président de Condé Nast France, Xavier Romaté. Alors est-ce que les tablettes représentent le nouvel Eldorado de la presse magazine? On lui posera la question. Où est-il? Le voilà. Bonsoir. On peut déjà dire bonsoir. Bonjour. Avec lui, Hervé Navellou de L'Oréal France. Il nous parlera de la digitalisation du retail. Mais aussi, bonjour, merci d'être avec nous, mais aussi le directeur général de Lacoste. Voilà, il arrive, non, où est-il? Il va nous rejoindre en cours de conférence. Ce sera Christophe Chenu qui nous parlera de stratégie digitale 360 concernant Lacoste Live. Alors, pour animer ce trio, eh bien, je laisse la parole à Gilles Blanc de CCM Benchmark Group. C'est à vous, Gilles. Bonjour, eh bien, merci de nous recevoir ici sur le Hub Forum. Alors CCM Benchmark, rapidement... Pardon ? Je vous interromps dès que Christophe Chenu... Parfait, entendu. La place est réservée. Chez CCM Benchmark, depuis 1995, on regarde ce qui se passe sur Internet. C'est notamment l'éditeur de Journal du Net, de Comment ça marche, l'Internaute, donc un site média. Et en parallèle, depuis 1995, un cabinet d'études et de recherche sur lequel on regarde ce qui se passe exactement en matière de digital et d'Internet, de relations clients, etc. Et on regarde donc les différents secteurs, ce qui se passe sur les différents secteurs. Et on constate que les secteurs en général les secteurs dans le luxe, la mode, sont des secteurs qui sont particulièrement innovants, sur lesquels il y a beaucoup d'actions qui sont réalisées, tout simplement parce que leur voilà, je vous interromps. L'arrivée de Christophe Chenu, le président, le directeur général de Lacoste, qui nous parlera de stratégie digitale. Merci à vous. Ah, il y a un iPhone de perdu. Un portable de perdu, c'est ça? HTC. Voilà, un HTC qui est partenaire du Hub Forum, on le rappelle. Et alors donc, tout simplement, pourquoi est-ce que c'est des entreprises particulièrement innovantes? Parce que ce sont des entreprises qui ont des clients qui sont particulièrement bien équipés en matériel électronique, en device, en smartphone, en tablette aujourd'hui. Et donc, c'est des entreprises pour lesquelles c'est indispensable de bien travailler justement leur stratégie business. Aujourd'hui, on appellerait ça la stratégie digitale. Alors, est-ce que les tablettes peuvent redonner du souffle justement à la presse qui s'essouffle actuellement? À l'heure des premières initiatives de magasins connectés, dans quelle mesure les marques peuvent-elles un peu reprendre la main sur les stratégies de distribution? Tout ce qui est display, social shopping, identité numérique, comment est-ce qu'on peut tirer profit du nouvel écosystème qui est en train de se mettre en place sur la toile? Voici donc les différentes questions que nous aborderons sur cette table ronde. Alors, pour traiter de ces différents thèmes, donc on accueille donc Xavier Romaté, donc président de chez Condé Nast France. Donc, vous avez débuté votre carrière donc chez Fun Marketing. En 1993, vous avez été président donc de Rap Collings, filiale de DDB. Vous avez donc rejoint en 2006 Condé Nast France. Donc Condé Nast, c'est de grands magazines comme Vogue, Glamour, GQ, etc. Et puis vous êtes un fin observateur donc de ce qui se passe en matière de presse. Et donc vous nous donnerez un peu votre vision de la manière dont les choses sont en train d'évoluer. Ensuite, Hervé Navellou, donc directeur L'Oréal France. Donc vous avez travaillé pour beaucoup de marques dans le monde, en Asie, en Amérique latine. Aujourd'hui, vous occupez donc de la division produits grand public France. Donc c'est les grandes marques comme Desange, L'Oréal Paris, Lascade, Ushuaïa, Mixa, Menem, Je mets Maybelline, Garnier. C'est 10% du chiffre d'affaires total des ventes, et en volume, c'est le premier secteur. Donc on reviendra notamment sur votre vision de la digitalisation du retail et vos actions sur le mobile. Puis enfin, donc Christophe Chenu, directeur de Lacoste. D'abord un parcours dans la communication, et puis aujourd'hui vous dirigez donc, vous êtes le directeur général de Lacoste depuis 2008, et on viendra ensemble sur la manière dont vous utilisez cet écosystème digital pour lancer notamment une nouvelle marque. On y reviendra ensemble. Alors mes premières questions, c'est justement sur la presse, pour Condé Nast France. Tablette, presse, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Mobile, quelle est un peu votre vision à court, moyen terme et votre stratégie mobile? Mobile? Enfin, stratégie Internet. Parce qu'en tout cas, comme on le sait, l'essentiel du trafic passera par des terminaux de plus en plus mobiles. Donc penser Internet, c'est aussi penser mobile.
D'abord, la presse ne s'essouffle pas. Toute la presse ne s'essouffle pas. La presse, c'est un secteur global. Il y a des segments de presse qui marchent très bien et d'autres qui marchent moins bien. Donc je combats toujours cette espèce d'opposition qu'on fait entre le print et le numérique. Et pour revenir à votre question, je crois que le secteur de la presse a raté Internet complètement. Et qu'aujourd'hui, il n'est pas normal que sur un certain nombre de secteurs d'activité, les leaders soient des pure players et non pas des marques de presse. Donc je crois qu'il y a une formidable opportunité aujourd'hui qui est qu'avec les tablettes, il y a une opportunité pour les marques de presse de gagner le combat des tablettes. C'est ce qui s'offre à nous. Et là, je crois qu'il y a une opportunité formidable parce que contrairement à Internet, la tablette est la prolongation naturelle du contenu de nos magazines et du contenu non seulement des magazines, mais également du contenu presse. Et qu'on n'aura pas, avec les tablettes, à souffrir de deux mots qui nous ont fait rater le virage Internet. Le premier, c'est le mal de la temporalité. C'est très difficile d'avoir une temporalité quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle qui n'est pas la temporalité d'Internet. Et ça, les groupes de presse, les éditeurs n'ont jamais su la gérer. Et la deuxième chose que nous n'aurons pas à gérer dans l'univers des tablettes, c'est celui de la gratuité. On a raté le virage d'Internet parce qu'on a voulu céder gratuitement aux internautes le contenu de nos magazines, et ça a été une erreur énorme. Et donc je pense que les tablettes nous permettent d'éviter ces deux écueils. La temporalité de la tablette, c'est la même que celle des magazines. Et l'écosystème dans lequel les tablettes aujourd'hui se situent est un écosystème payant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir enrichir nos contenus et les faire payer à ceux qui voudront y accéder au travers des tablettes. Donc il y a une opportunité qui est absolument formidable sur ce sujet. Bon, maintenant il y a des risques. Et il y a aujourd'hui, et Condé Nast, c'est un groupe qui est probablement le groupe de presse qui dans le monde a été le plus en avance sur toutes les expériences qui ont été faites dans ce domaine. Et on a trois types d'interrogations, ou en tous les cas, trois choses qui aujourd'hui ne sont pas stabilisées. La première, c'est les plateformes technologiques. Aujourd'hui, les développements des contenus nécessitent de passer par des plateformes technologiques, et ces plateformes technologiques ne sont pas stabilisées, elles évoluent en permanence, et donc on est sur des systèmes et des socles technologiques qui bougent et qui évoluent, ce qui n'est pas facile pour nous de choisir les bons et d'investir à long terme, puisqu'on investit généralement sur des choses qui sont stabilisées et pas sur des choses qui sont incertaines. La deuxième chose qui est encore incertaine, parce qu'on est sur un univers qui est jeune, c'est le comportement des consommateurs et l'usage qui fait des contenus sur les tablettes. Et ce qui, pour nous, éditeurs de presse, pose une question qui est: quelle est la nature de l'enrichissement des contenus que nous allons offrir aux utilisateurs de tablettes? Est-ce qu'il faut que le contenu des magazines soit le même ou des journaux soit le même que ce que vous trouvez sur le print? Probablement non. Il va falloir qu'il soit enrichi. Quelle est la nature de cet enrichissement? Et aujourd'hui, les comportements des utilisateurs de tablettes il y a un an ne sont plus du tout les mêmes un an après. Et donc ça évolue et ça va nécessiter des adaptations. Je vais juste revenir sur la contrainte technologique que vous évoquez. Aujourd'hui, donc l'iPad pèse comme très lourd sur le marché. Comment est-ce que vous vous projetez, vous, en tant qu'éditeur, sur les autres tablettes qui existent, Android, etc. Comment est-ce que vous positionnez sur ces développements? On essaie de donner la priorité à l'iPad compte tenu de sa part de marché et compte tenu du fait aussi que pour les magazines, Apple a annoncé le lancement le 15 octobre de Newsstand, ce qui est un kiosque numérique, et que ce kiosque numérique de grande ampleur va être aussi un facilitateur pour les utilisateurs, puisqu'au travers du kiosque numérique, ils auront accès à toute l'offre presse dans le monde entier. Donc, et ils veulent faire de Newsstand avec les magazines ce qu'ils ont fait de iTunes avec la musique. Donc aujourd'hui, la priorité, c'est évidemment Apple, même si avec Apple, il y a encore beaucoup de questions qui se posent. La première question, c'est la question du taux de commission que prend Apple. Voilà, donc là, c'est un gros débat. Alors, vous avez justement signé un accord. On a signé un accord, nous, Condé Nast. On a signé un accord mondial avec Apple qui permet d'avoir des taux de commission particuliers d'une part, et deuxièmement de régler le problème de l'accès aux données, puisqu'un des problèmes qu'on avait avec Apple, c'est qu'on n'a pas accès aux données des utilisateurs, ce qui, dans le cadre d'une politique d'abonnement
au contenu iPad nous posait problème et on a réussi à trouver une solution médiane, je dirais, avec Apple au niveau mondial. Alors sur le taux de commission, parce que c'est ça qui pose problème, c'est-à-dire que quand on achète un journal 1 euro en kiosque ou 1 euro sur Internet, vous en tant qu'éditeur, vous ne touchez pas à la fin exactement la même somme. Là, sur le taux de commission avec Apple, vous avez réussi à baisser à quel niveau? Vous avez réussi à baisser ça, je ne peux pas vous le dire parce que c'est évidemment un accord qui est totalement confidentiel. Je rappelle simplement que le taux de commission physique, c'est 34%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le distributeur prend 34%. Et donc, le taux de commission d'Apple public, c'est 30%. Donc, il est inférieur au taux de commission physique. Donc, il ne faut pas non plus se focaliser trop sur ce taux de commission. Et sur le deuxième point, sur les données personnelles, parce que c'est un enjeu absolument majeur quand on veut faire un peu de CRM, de fidéliser ses clients, etc. Quels sont les types de données que vous avez pu récupérer, vous pouvez récupérer, sur lesquelles vous pouvez travailler? C'est les données principales, c'est-à-dire nom, coordonnées, adresse. Il y a un certain nombre de données auxquelles on n'aura pas accès, qui sont les modes de consommation du produit. Mais en tous les cas, on va avoir accès aux coordonnées qui nous permettront derrière de faire du CRM. Alors un gros enjeu aussi pour les éditeurs, qu'ils soient donc dans la presse, la télévision, la radio, etc., c'est d'adapter son contenu aux différents terminaux, que ce soit Internet, que ce soit les tablettes, les smartphones, demain la TV connectée. Comment est-ce que vous allez organiser, alors pas vos équipes de manière concrète, mais comment est-ce que vous vous projetez sur la création de ces contenus sur ces différents devices? Je pense que les groupes de presse, en tous les cas, deviennent maintenant des fournisseurs de contenu et il faut que la façon dont nous produisons le contenu évolue en fonction des devices, comme vous dites, et que même un groupe de presse dont la priorité est le print doit pouvoir faire des contenus qui sont des contenus à la fois print et audiovisuels de façon à ce qu'ils puissent être distribués sur une multitude de plateformes. Donc là, c'est un changement assez important et ça veut dire que concrètement, dans les rédactions, le profil des gens que nous prenons n'est plus le même que celui que nous prenions il y a 5 ans. Il faut que ce soit des gens qui manipulent l'image et qui soient capables d'avoir une pensée qui est une pensée plurimédia et d'avoir une conception de ce qu'ils font qui est plurimédia en amont. Ce qui coûte très cher et ce qui prend beaucoup de temps, c'est d'adapter des contenus print à un univers digital. Et donc pour éviter cette perte de temps et cette perte d'argent, il faut concevoir digital dès le départ. Et donc ça dépend de la formation des gens. Et il faut absolument que dans nos groupes, même si la priorité, encore une fois, reste le print, on ait des gens qui soient capables de penser digital tout de suite. Il commence à y avoir quelques initiatives, notamment j'ai vu au Japon hier de TV qui va passer uniquement sur l'iPad, éventuellement aussi des magazines qui ne passeront que par l'iPad ou par les tablettes. Est-ce que chez vous avez des projets en la matière d'imaginer des magazines qui seraient uniquement numériques ou uniquement tablettes? Oui, au Japon, on a un magazine que peut-être un certain nombre d'entre vous connaissent bien, qui est une marque qui s'appelle Wired. Wired au Japon a été développé uniquement en numérique, en digital, et il va y avoir 2 numéros par an du magazine. Mais l'essentiel sera un magazine online, enfin digital plus exactement, et le papier sera une prolongation. On peut parfaitement imaginer, sur un certain nombre de segments, pour un certain nombre de publics ciblés, ce type de développement, non seulement au Japon, mais partout dans le monde. Alors, Hervé Navlou, donc, chez L'Oréal, vous avez une quantité très importante de marques, de positionnements, de cibles. Quelle est aujourd'hui, comment est-ce que vous utilisez le digital, justement, pour intégrer et cibler donc, ces différents utilisateurs? Alors, on va peut-être commencer par la présentation. Oui, donc d'abord bonjour à tous. Je vais essayer de vous passer 2-3 exemples de ce qu'on fait, en fait. Et pour répondre à votre question, d'abord, nous, on est assez investi en médias, comme vous l'imaginez, dans ce secteur-là. On vit, comme tout le monde, cette révolution avec beaucoup d'intérêt, de curiosité, de gourmandise. Et puis, il faut en même temps se dire qu'il faut rester assez humble. Ça évolue très vite. J'écoutais tout à l'heure quelques commentaires sur comment le consommateur perçoit telle et telle fonctionnalité. En fait, je crois que le digital est... On l'appelle média, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que le consommateur vient d'abord sur le web pour s'informer, pour se divertir et éventuellement pour acheter. Jamais vraiment pour voir de la pub. Donc il faut effectivement avoir une approche assez particulière. Donc, nous, on a 3 axes en fait sur lesquels on travaille. Un premier qui est d'informer, de chercher au fond à créer de l'information utile, du contenu pour les consommateurs, quelles que soient les marques. Le deuxième, c'est de reconnecter avec les jeunes qui sont quand même une population
qui a pris une certaine distance avec la communication traditionnelle. Et le troisième, et c'est là-dessus que j'assisterai, c'est aussi utiliser le digital pour ce qu'il peut apporter d'assez fascinant dans la transformation du retail, dans l'enrichissement de l'acte d'achat sur le point de vente. Deux, trois exemples. Bon, alors, sur tout ce qui est information, contenu, visibilité de nos marques, on travaille bien sûr sur justement tout des ce qui est catégories, mots-clés, sur les catégories traditionnelles, clés où on qu'il y a des sait que le choses plus consommateur intéressantes. recherche de l'information. Donc ça, bon, on a quand même des résultats assez intéressants sur différentes marques en termes de ranking, notamment sur les différents moteurs de recherche. On est aussi assez investi dans les réseaux sociaux, notamment avec la marque Maybelline, qui arrive à développer un nombre de fans assez important. On a également développé des initiatives intéressantes qui sont justement assez différentes de ce qu'on imaginait au départ, à savoir les sites de marques classiques. On a notamment travaillé pas mal sur un concept de blog communautaire qui marche extrêmement bien sur la marque, qui n'est pas sponsorisé, hein, mais qui a été complètement construit pour les fans de maquillage et qui est un moyen assez pertinent et ciblé de rassembler les fans de maquillage et de les informer, de les éduquer. On travaille aussi avec certains portails féminins, notamment au féminin.com, sur des campagnes conversationnelles avec les consommatrices. Donc là aussi, on sait tous aujourd'hui que le consommateur, que ce soit dans la beauté mais aussi dans d'autres secteurs, est très attaché et recherche beaucoup l'opinion des tiers, hein, de ses copains ou de ses voisins. C'est aussi une façon là d'apporter des éléments d'information aux femmes sur nos marques assez pertinentes. Donc ça, c'est, je dirais, le travail de base, hein, sur lequel on est assez engagé et sur lequel on voit d'ailleurs des résultats assez intéressants d'ores et déjà. Et puis, deuxième axe, donc, c'est effectivement, non pas faire de la pub, mais au fond, essayer de reconnecter de façon intelligente, ciblée, utile, virale, avec cette cible des jeunes, qui aujourd'hui ne regardent les magazines qu'avec un œil distrait, la télévision de moins en moins. Donc là, je vais vous montrer un exemple, on en a plusieurs, de campagnes qu'on a faites, notamment sur une marque comme Fructis, qui a amené à concevoir une création complètement différente et qui a eu un succès qui nous a nous-mêmes surpris. Des marques justement à destination des jeunes, quel est le budget que vous consacrez au digital actuellement sur une campagne de com? Alors globalement, nous, au niveau groupe, on est sur une enveloppe globale de 7% investie sur le digital. L'avantage de ce que je vais vous montrer là, c'est que ce sont des créations qu'on fait vraiment ad hoc, à un coût très raisonnable. Après, c'est la mécanique virale qui crée l'impact, la sympathie. Donc ce sont des budgets qui restent extrêmement raisonnables. Voilà, mais au-delà du budget, je rebondis sur une question qui a été posée. Est-ce que vous avez des marques sur lesquelles vous ne faites que de la communication digitale, un budget 100%? Oui, éventuellement. Ben là, en l'occurrence, c'est le cas de Fructis. C'est le cas. Alors, je ne sais pas si la vidéo peut passer. Bon, là, on voit l'interrompre. En fait, elle passe pas très bien, mais en tout cas, c'est un film donc, de 60 secondes qu'on a produit à un coût très raisonnable et qui a donc eu un succès d'audience assez incroyable et dont on a pu observer, en tout cas sur nos ventes et sur l'image de la marque, des effets immédiats et assez spectaculaires. Troisième axe, c'est peut-être surtout là-dessus que je voudrais insister, et je pense que c'est peut-être assez complémentaire par rapport à ce qui a été évoqué aujourd'hui, sur, au fond, un des objectifs que nous, on voit important avec l'émergence du digital, c'est tout ce qu'on peut faire pour développer le service, le conseil et enrichir l'expérience d'achat du consommateur sur le lieu de vente. Alors, il faudrait juste que ça... Voilà, attendez. Donc, on a fait d'autres trucs aussi sur les jeunes, avec Menen notamment. Mais... Donc, c'est accompagner la transformation du retail. Bon, là, je vais vous montrer différents exemples. Encore une fois, on apprend. Hein, on est dans une phase d'apprentissage, de test, d'expérimentation, souvent d'ailleurs en partenariat avec nos clients. Donc là, en l'occurrence, c'est Carrefour.
Premier exemple donc d'une borne interactive sur le maquillage qui permet à une femme dans un point de vente Carrefour de saisir un rouge à lèvres, de le scanner, de prendre sa photo et d'en avoir le résultat immédiat, instantané, visuel dans le point de vente. Donc vraiment se maquiller en direct avec le produit qu'elle aura choisi. Et ça c'est quelque chose qu'on a mis au point et qu'on teste donc avec Carrefour dans leur magasin Carrefour Planète, premier exemple. À l'intérieur, vous trouvez même de nouveaux services, par exemple un coiffeur ou par exemple un ordinateur. Ça, j'ai trouvé ça génial. Un ordinateur où vous pouvez tester le maquillage sans l'appliquer sur le visage. Vous voulez voir ce que va donner une telle ombre à paupières avec tel rouge à lèvres. Plus besoin d'essayer véritablement. Le rouge à lèvres, c'est sur la main. Il y a 50 consommateurs qui l'ont testé avant vous. Bof. Là, tout est sur ordinateur. Regardez. Donc, vous voyez là, la femme saisit le produit dans le rayon, le scanne, a pris sa photo, ou prend sa photo ensuite, pardon, et peut donc avoir la simulation en direct sur elle-même de telle couleur de rouge à lèvres, tel effet d'ombre à paupières, telle transformation grâce à nos fonds de teint, etc. etc. En tout cas, ce genre de technologie est, en tout cas pour nous, assez prometteuse demain sur les lieux de vente. On sait que l'e-commerce va aussi impacter notre activité, mais on est convaincu dans notre secteur que le contact réel avec le produit va demeurer aussi très important. Là, par exemple, sur l'e-commerce, on pourrait imaginer que le rayon ne soit pas assez grand pour accueillir toutes vos gammes de produits. Est-ce que vous envisageriez de connecter ça à une plateforme e-commerce d'ici quelques années pour ensuite recevoir... On l'envisage et on travaille. Absolument. Vous travaillez déjà dessus. Oui, absolument. Deuxième exemple peut-être intéressant... c'est aussi... alors là, on est dans... Ça, c'est un test qu'on mène avec Carrefour également sur l'utilisation du mobile, justement, à la fois comme outil pour le consommateur pour recevoir des offres en direct, en géolocalisant le consommateur, et lui permettant surtout ensuite, sur le point de vente, de recevoir... de transformer cet avantage consommateur, ce bon, à l'achat grâce à son mobile. Donc on est déjà là aussi en test. On évoquait l'importance du mobile demain. On est déjà en test avec certains de nos clients sur l'utilisation du mobile, à la fois comme vecteur d'information, mais aussi comme outil d'achat et donc d'offres promotionnelles. Troisième exemple, des applications aussi qu'on a développées et qui marchent plutôt très bien et qui sont donc téléchargeables gratuitement par le consommateur sur nos produits de soins ou nos produits de maquillage. Nous, on opère dans des secteurs assez techniques. La femme recherche de l'information. À une certaine époque, vous aviez des conseillères dans les points de vente. Et bien maintenant, sur votre mobile, vous avez tous les détails visuels, tous les conseils pratiques sur ce type de produit. Et ça, c'est objectivement quelque chose qui se développe et qui marche très bien. Pour information, je crois qu'il y a eu 30 000 téléchargements et un temps passé par les femmes très important. On teste aussi, alors ça c'est avec une PME, une petite PME française, on teste aussi un principe assez intéressant qui a été développé par cette affaire, qui en fait fait gagner des points aux consommateurs sur un certain nombre de marques identifiées. Charge à ce consommateur dans le point de vente d'aller les repérer, de les scanner, et le fait de les scanner permet aussi à ce même consommateur de gagner des points. Bon, c'est une opération qui apparemment, je n'ai pas les derniers chiffres, mais qui est quand même là aussi assez intéressante. Donc tout ça pour vous montrer les différents types d'actions qu'on mène aujourd'hui et qui en tout cas nous rendent assez convaincus qu'au-delà de la communication, du dialogue à créer sur le web avec les consommateurs, le digital aussi, c'est une formidable opportunité pour des entreprises comme les nôtres, pour demain, encore une fois, donner à ce même consommateur sur le lieu de vente des informations et donc quelque part transformer complètement la manière d'acheter demain nos produits. Et je vais terminer par un dernier exemple qui n'est pas nous, mais qui est une expérience faite en Corée. Je voulais vous la montrer parce que c'est, je pense aussi, quelque part... un projet dont on entendra parler. Vous savez qu'en Corée, les gens sont extrêmement travailleurs, ils n'ont pas beaucoup de temps pour aller dans les points de vente, et un distributeur là-bas a imaginé un concept assez étonnant qui en fait est de présenter dans les stations de métro un ensemble de produits permettant
aux jeunes femmes coréennes ou aux consommateurs coréens de scanner avec leur portable le produit qu'ils souhaitent acheter. Donc ils ne vont pas dans l'hypermarché, ils l'ont en photo dans la station de métro et ils le reçoivent une fois commandé chez eux assez rapidement. C'est quand même intéressant comme exemple et je pense que c'est assez révélateur de la révolution aussi que le digital entraînera au niveau de la distribution. En tout cas, on voit clairement le digital pour vous, c'est une manière très forte de se rapprocher justement du consommateur final, quitte même à un peu court-circuiter ces réseaux de distribution sur lesquels vous avez aussi bâti la réussite de vos différents modèles. On va passer à Lacoste avec là pour le coup un lancement de marque, une nouvelle marque, et justement là vous avez su tirer profit de manière assez réussie de ce nouvel écosystème qui est Internet. Et on va tout de suite voir déjà un premier film de la marque et ensuite... Si vous voulez, si on est prêt, parce que je pense qu'il faut enchaîner. Il faut juste passer sur la... C'est pas une nouvelle marque, hein, c'est un nouveau segment de la marque. D'accord. Donc, je précise ça, parce que ça s'appelle Lacoste Live, donc c'est toujours Lacoste. Ouais. Mais c'est un nouveau segment, comme vous allez le voir, qui est destiné aux jeunes, aux gens branchés, aux gens edgy, tous les gens qui sont dans la salle, donc évidemment. Et qu'un nouveau segment pour nous, ça veut dire des nouvelles collections, ça veut dire des nouveaux magasins, et ça veut dire également une nouvelle communication. Donc c'est ce que ce film doit en principe vous montrer. Alors je l'appuie, ça devrait marcher. Alors, ce qui est particulièrement novateur dans cette campagne, c'est que vous prenez, le fait de faire des organisations offline, des événements en offline, ce sont en fait des prétextes pour créer du contenu et alimenter toute la dimension digitale. Est-ce que vous pouvez un peu nous dresser un panorama de ce qui a été mis en place ? Oui, alors comme je l'évoquais tout à l'heure, le lancement de Lacoste Live, comme de tout segment nouveau, cette année, ça sera un nouveau, plus qu'un segment, c'est un nouveau lancement à part entière sur la femme, donne lieu chez nous à, bien évidemment, des collections sur l'ensemble des catégories de produits, textiles, chaussures, parfums, maroquinerie. La création ou le choix de nouveaux lieux de vente ou endroits où on va distribuer ce segment et une campagne de communication totalement adaptée. C'est l'ensemble qui fait qu'on va, à notre avis, réussir à segmenter notre marque, qui est aujourd'hui globalement une marque masculine de sportswear, et qu'on veut faire évoluer vers donc une marque un peu plus large. Là, ce segment, comme je l'évoquais, cible une population beaucoup plus jeune, beaucoup plus moderne, urbaine, branchée. Les collections que vous avez vues défiler le démontrent. Et nous avons par ailleurs choisi des lieux de vente, notamment des boutiques que nous avons ouverts dans des endroits particulièrement adaptés. À Paris, c'est par exemple le Marais, c'est Soho à New York, c'est Carnaby Street à Londres et ainsi de suite dans l'ensemble des grandes capitales où nous avons ouvert. Et nous avons, parallèlement à notre site e-commerce général de la marque, nous avons souhaité que le site e-commerce de Lacoste Live soit un petit peu séparé. Bien évidemment, il y a des connexions permanentes entre les deux, mais on n'a pas voulu noyer l'offre Lacoste Live dans l'offre Lacoste en général. Alors c'est vrai que pour cibler cette population,
on est parti évidemment du principe que le web, Internet, devait être au cœur de la stratégie, et tout a été bâti en fait à 360 degrés autour du site lacostelive.com, qui est un site extrêmement riche en contenu. Alors évidemment alimenté par les produits, évidemment alimenté par l'ensemble des photoshootings ou des tournages publicitaires que l'on fait, mais comme vous l'évoquiez, alimenté par tous les événements que nous organisons autour de Lacoste Live, qu'ils soient à l'occasion d'une ouverture de boutique ou qu'ils soient à l'occasion d'un concert, d'un partenariat, d'une opération de sponsoring, quelle qu'elle soit. Donc autour de lacostelive.com, comme je l'évoquais, il y a donc le e-shop Lacoste Live. Nous avons, vous l'avez vu dans le film, alors juste un point, le film que vous avez vu date de notre convention de juin. Lacoste Live a été lancé il y a 8 mois maintenant. Donc tous les chiffres qui apparaissaient sont évidemment doublés en termes de nombre de visiteurs, nombre de pages et ainsi de suite, depuis cette époque-là, puisque Lacoste Live n'a que 8 mois d'existence à ce jour. Donc une grosse campagne de bannières qui nous a permis d'avoir un trafic évidemment important sur lacostelive.com. Une campagne print, parce que malgré tout, on n'a pas totalement abandonné le print, mais enfin, ce sont des médias qui sont extrêmement pointus et ciblés là aussi. Et pour vous donner un ordre de grandeur, parce que je sais que vous allez me demander des chiffres, notamment l'année prochaine, Lacoste Live représentera 20% de nos investissements publicitaires dans le monde, et 20% de ces 20% seront dans le print. Donc 80%, ce sera le reste, et essentiellement dans tout ce qui tourne autour du digital. On l'a évoqué, donc beaucoup de production de contenu. Toutes les occasions sont bonnes pour produire du contenu et alimenter lacostelive.com et l'ensemble de nos médias, et surtout tout le relais qui est pris en social media. Là aussi, alors la marque Lacoste a cette magie d'être très populaire partout dans le monde. On avait découvert un peu par hasard qu'on était l'une des marques françaises avec le plus grand nombre d'amis sur Facebook. Nous avons commencé à travailler plus précisément il y a maintenant à peu près 1 an ces sujets-là. Il y a dans la salle Constance qui travaille chez Lacoste et qui tous les jours communique avec aujourd'hui 6,5 millions d'amis dans le monde. Et on a sur Lacoste Live spécifiquement 280 000 aujourd'hui personnes qui sont spécifiquement sur Lacoste Live sur Facebook. Et ce sont des chiffres qui grossissent évidemment tous les jours. On a pour l'instant lancé toute cette campagne dans 13 pays, qui sont évidemment nos pays majeurs. Donc j'ai parlé des événements. C'est vrai qu'en plus du digital, on a une stratégie événementielle parce qu'elle est parfaitement adaptée là aussi à la cible, événements musicaux et événements de rue, événements artistiques. On a associé ça au retail parce que très fréquemment, l'ouverture d'une boutique ou d'un corner donne lieu à un événement de cette nature, le tout produisant beaucoup de contenu. Alors le 360 degrés serait parfait si du retail on rebouclait sur le Lacoste Live e-shop. Je pense que c'est quelque chose qui va venir, mais pas uniquement sur la partie Lacoste Live. Nos boutiques sont en général d'une taille assez modeste. On a une moyenne de boutiques dans le monde de l'ordre de 100 mètres carrés pour des collections qui sont beaucoup plus larges que ce que l'on ne peut exposer. Donc il est souhaitable que le vendeur, que la boutique puisse avoir un relais immédiat sur le site Lacoste ou lacostelive.com en e-commerce, où là il y a l'intégralité de l'offre pour que le client qui viendrait pour un produit qui ne serait pas dans la boutique à l'instant T puisse revenir 48 heures après sur la base d'une commande. Donc vous orientez clairement dans une logique de magasin connecté. Si jamais j'ai pas le il faudra qu'on y vienne. C'est quelque chose sur lequel on réfléchit aujourd'hui parce que c'est l'une de nos problématiques. On a 1200 boutiques dans le monde, comme je vous le disais, d'une taille moyenne de l'ordre de 100 mètres carrés et une collection que les gens découvrent par d'autres moyens qu'ils veulent acheter dans la boutique à côté de chez eux. Cette boutique ne peut pas tout proposer, donc il faut qu'on puisse trouver les moyens de l'orienter, soit lui directement sur le site e-commerce, soit que la boutique fasse le travail, je dirais, de commande et de livraison pour lui. C'est exactement la question que je vais vous poser. E-commerce, magasin, on n'a pas tous la chance d'habiter à côté du Marais. Si je veux passer donc mes commandes sur Internet, c'est possible. Aujourd'hui, en termes de volume ou de chiffre d'affaires, quelle est un peu la répartition entre les chiffres Internet et les chiffres magasins ? Alors, le e-commerce existe chez nous depuis 2004 aux États-Unis. Donc, c'est aujourd'hui un chiffre d'affaires qui est très important aux États-Unis parce que c'est travaillé depuis longtemps. Il existe véritablement, pour faire court, depuis 1 an en France, Angleterre et Allemagne. On a lancé cela très exactement à l'été de l'année dernière. L'objectif sera de faire à peu près en 2014 10% de notre chiffre d'affaires via Internet, sachant que ça va aussi beaucoup se faire par l'ouverture de nouveaux pays. Là, on a lancé la Corée et le Japon, on va lancer la Chine. Donc tout ça se développe. On ne pourra véritablement connecter les deux que lorsque notre système de e-commerce sera lui aussi mondial, puisque on a cette problématique de représentation géographique qui est très très vaste. Merci à l'ensemble des intervenants pour ces différentes explications. Merci, je crois qu'on peut les applaudir.
Merci bien. Donc, je rappelle Xavier Romaté, le président de Condé Nast France, Hervé Navellou, directeur chez L'Oréal France, et bien sûr Christophe Chenu, directeur général de Lacoste.